Radio Flamme 90.6 FM. Aujourd'hui donc, je suis content d'accueillir Laurence Métayer. Ma chère Laurence, bonjour. Bonjour. Oui, alors on tutue, on vous. Hein. On tutue si tu veux. On tutue alors, voilà. Et puis c'est plus sympa, il fait chaud. Donc tu es né dans l'île d'Oléron alors. Il y a un certain nombre d'années, Il y a un certain nombre d'années. Bon, on peut le dire si tu veux. Si toi ça te dérange pas. Génération 66. Voilà. Voilà, mais elle est plus en forme que moi. Voilà, c'est ce qui prouve que voilà, les femmes, elles tiennent mieux la route que nous les hommes. J'imagine que t'aimes beaucoup par là aussi, l'île d'Oléron, c'est vachement sympa. Forcément, j'y suis née, donc je vais pas renier l'endroit où je suis née tout de même. Alors maintenant que tu es venu dans le coin, t'aimes mieux. Enfin, ça ressemble beaucoup, quoi, au niveau. Non, on peut pas dire que ça ressemble quand même. L'île d'Oléron, c'est très 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 plat. C'est très très plat. Oui, c'est vrai que chez nous, c'est un peu plus vallonné quand même. Voilà, si on veut voir l'île d'Oléron d'en haut, il faut monter au phare de Chassiron, sinon c'est pas la peine. Il n'y a pas des petits cailloux pour grimper. Non, les petits cailloux, ils font 20 mètres de haut, donc ça fait un peu plat pour prendre de la hauteur, comme on dit. Oui, il faut carrément amener son équipement de varap, etc. Ouais. Donc tu as fait des études scientifiques. Tout à fait. En fait, j'ai commencé l'école vétérinaire. Oui. Que j'ai arrêté en cours de route pour un certain nombre de raisons, je dirais à la fois personnelles et matérielles et bref, tout ce qui est tout ça en fait. Et puis sinon après j'ai continué suite à ces études scientifiques, j'ai eu l'énorme chance de rencontrer des gens fabuleux sur ma route et j'ai continué dans le scientifique et dans le médical plus particulièrement. Donc c'est toujours une idée de service aux autres. Oui, je suis passée en fait des animaux aux humains. Qui sont aussi des animaux, donc. Des animaux très particuliers, un peu plus compliqués, on va dire, quand même. Tu me le disais, la magie de la vie a fait que tu as rencontré des personnes qui t'ont amené vers le milieu de la mer. Non. Alors voilà, et ensuite, en fait, le milieu de la mer, je l'avais depuis toute petite, puisque ça étant né sur une île, forcément. Forcément, oui. On a quand même le milieu de la mer tout autour, et en plus avec des parents dans le milieu marin, forcément aussi. L'iode, les embruns. Voilà. Et du coup, j'avais plutôt envie de revenir suite à quand même une quinzaine d'années sur la région parisienne. J'avais vraiment envie de revenir au bord de mer. Oui, c'est vrai que pareil, ça doit. Pour quelqu'un qui aime bien la mer, tout ça, c'est carrément l'opposé, quoi. Donc du coup, dès qu'il y a eu une occasion qui s'est présentée, et hop, direction Cherbourg. C'était pas Oléron, mais c'était Cherbourg, et finalement, je regrette pas parce que c'est une très très belle région. Voilà. La Manche, c'est merveilleux, et c'est vrai qu'on pourrait en parler des heures. Hein. Bref. Alors ça, c'est pour toi, tu le garderas. Le Cotentin, on s'en contente, hein. Oui. Ouais, yes. Oui. Alors on va parler, parce qu'effectivement, tu as plein de passions. Hein. Oui. Donc l'écriture forcément, la mer, et tu arrives à condenser tout ça dans tes petits romans qui sont déjà nombreux. J'en suis au quatrième. Quatrième, hein. Publié. Le cinquième est en cours d'écriture. Toujours sur la mer aussi, non? Oui. Un petit peu différent quand même, mais il y a quand même forcément une pointe de mer, il n'y a pas de raison. Hein. Une pointe de cerf ou de mer, quoi. Voilà. Alors donc, on rappelle tes romans, Rose des Vents, Boussole qui est un peu plus personnel, d'après ce que j'ai cru comprendre. Celui-là, oui et non. En fait, le tout premier, c'est Arc-en-Ciel. C'est Arc-en-Ciel, pardon. Oui, que tout a commencé. Et en fait, Arc-en-Ciel a forcément amené Rose des Vents, qui est un petit peu... Enfin, on peut dire que c'est la suite, sachant qu'on peut quand même les lire indépendamment les uns des autres. Hein. Attention, c'est pas une saga. Simplement, Rose des Vents, je voulais pas le publier au départ. Oui, c'est ce que... C'est pas question de publier, c'est l'éditeur qui a largement insisté en me disant mais non, il nous faut la suite parce qu'il manque quelque chose, et donc voilà. Donc voilà l'histoire de Rose des Vents. Et par contre, Boussole, en fait, à partir de Boussole, j'ai constaté que tous mes personnages secondaires de Arc-en-Ciel étaient susceptibles d'avoir une vie eux aussi. Tout à fait. Et comme en plus j'avais plein de sujets, plein de thèmes, plein de passions à aborder, il fallait que je puisse les exprimer. Et du coup, j'ai trouvé bizarrement dans chaque personnage le moyen d'exprimer chacun de ces thèmes ou de ces passions. Et voilà, donc comme ça, Boussole est née, et en emmenant un autre personnage, une autre histoire, en emmenant les lecteurs vers d'autres paysages et d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec le premier, bien qu'en reprenant certains au passage.
avec des petits clins d'œil en fait. Yes. Et puis voilà, et puis le dernier, S'y éloigner, en a fait autant. C'est encore un autre personnage qui s'en va ailleurs avec une toute autre histoire. Voilà. Et c'est là que tu t'aperçois que c'est la magie de l'écriture, c'est que les personnages quelque part ils sont vivants et ils tapent à l'intérieur du front pour dire eh oh je suis là moi, il faut que tu parles de moi et c'est même plus toi qui écris, c'est eux qui parlent. Tout à fait. Oui. Comme je l'ai écrit, alors je vais pas te le dire mot à mot. Tout d'abord, j'aimerais te féliciter pour ton roman. Voilà, on va parler évidemment de S'y éloigner, toujours en contact direct. C'est très bien écrit, c'est fluide, ça se lit bien. Moi, je l'ai lu en 3 fois. J'ai passé 2 après-midi dessus. Tu as un vocabulaire riche. C'est plus riche que les pâtes Barilla, pour faire un peu de pub. Normalement, je dois citer 2 autres marques, mais je les ai pas en tête. Notamment en ce qui concerne tes superbes descriptions de ces magnifiques paysages de rêve, alors donc voilà, qui parlent beaucoup de Brésil, etc. Tant et si bien qu'au bout d'un moment, ça y est, t'as réussi à nous y transporter, hein? C'est un petit peu le but du jeu, et puis non seulement je vous y ai transporté, mais j'y suis retournée moi aussi en même temps, parce que c'est vrai que c'est quand même un pays magnifique. C'est ce que je voulais te demander, oui, tu as vraiment été, quoi. Oui, oui, sinon je pourrais pas le décrire comme ça. Je crois qu'on peut décrire un certain nombre de choses à travers des reportages, à travers ce que d'autres peuvent nous en raconter. Et puis il y a ce qu'on ressent. Alors le plus difficile, je dirais que, et je crois que c'est un petit peu ce que t'es bien d'accord avec moi que quand on écrit, enfin n'importe quelle personne, n'importe quel auteur qui écrit, à un moment donné, laisse de lui-même dans le livre. On peut pas dire le contraire. Oui. Le nier, ce serait forcément, c'est pas vrai. On peut pas dire le contraire. C'est la quote-part de l'auteur. Ouais. Voilà. Et donc forcément, je dirais que le plus compliqué, ça a été de le dire, et c'est pour ça que le personnage principal le dit. Et là, je crois que c'est un petit peu moi qui parle à travers ce personnage à ce moment-là. Je précise bien à ce moment-là. Quand elle dit que il fallait laisser un petit peu de temps pour savoir les images et les émotions qui allaient en rester après un certain temps. Parce que finalement, c'est pas quand on revient qu'il faut en parler, c'est quelques temps après pour voir vraiment ce qu'on en a gardé, ce qu'on en a conservé et ce qu'on gardera finalement toute notre vie. Je crois que dans tous les voyages qu'on peut faire ou dans toutes les rencontres qu'on peut faire, c'est exactement ça. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé là avec le Brésil. C'est exactement. Oui, en fait, c'est une sorte de. Moi, je vois un peu les choses comme ça aussi. C'est une sorte de nourriture pour l'esprit. Et l'esprit, une fois qu'il a digéré tout ça, effectivement, il en reste toutes ces impressions merveilleuses qui forment la trame des souvenirs. Oui. En tout cas, c'est sacré souvenir parce que tu nous les as fait partager. Alors, donc, sur ce livre, alors pourtant au départ, c'est ce que je voulais te dire, j'ai eu un tout petit peu de mal à me faire à cet artifice épistolaire non expliqué, parce que c'est vrai que c'est pas expliqué. On est directement parachuté dedans et il faut un tout petit temps d'adaptation. Et c'est vrai qu'au départ, tu prends un petit risque quand même, non? Oui. Ah, mais j'aime les défis. C'est vrai que contrairement aux 3 premiers romans, j'utilise pas une technique classique. Et j'utilise d'autant moins une technique classique que c'est vrai que c'est pas forcément, comme tu le dis, expliqué dès le départ. J'ai essayé. Et puis en même temps, je me suis dit, on tente le coup, on verra bien. Je crois que c'est un peu... J'ai voulu vraiment retraduire ce qu'on peut vivre tous les jours. C'est-à-dire qu'en fait, on tombe un petit peu quelquefois, comme un cheveu sur la soupe, comme on dit, et on se retrouve dans une situation et il faut la vivre. Et c'est un petit peu ça que j'ai essayé de créer. Alors, avec un risque énorme, c'est sûr. Il fallait passer les quelques premiers. C'est ce que j'ai fait pour ma part. Au bout de 4 pages, c'était bon. Et justement, un autre trait intéressant du livre, qui découle de ce procédé narratif épistolaire, c'est que ce roman, alors épistolaire, c'est-à-dire que c'est 2 personnes qui correspondent. Voilà. Oui. Donc, alors, ce qui est intéressant, ce qu'il en découle, c'est que ce roman, c'est une mise en abîme. Un roman dans le roman, puisque par un procédé subtil, tu fais découvrir tour à tour aux 2 protagonistes la même chose qu'à nous. Puisqu'ils lisent comme nous, en le découvrant en même temps que nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu surprenais, comme tu dis, une conversation. Et ce qui rend le roman un cran plus réel. Moi, c'était un petit peu l'objectif. Alors maintenant, si je l'ai réussi tel que, tant mieux, parce que c'est vraiment ça que je voulais faire. Et en fait, le risque, c'était à travers ce dialogue un peu particulier, puisque je pense que tu as bien compris que dans ce dialogue, c'était pas un dialogue au téléphone ou comme là, on est entre l'un en face de l'autre où on peut parler. C'est vraiment un dialogue qui se passe avec un décalage, parce qu'en fait, ces personnes qui sont éloignées doivent communiquer avec tous les moyens techniques et nouveaux technologiques qu'on a actuellement à notre disposition, et que c'est pas toujours évident. Alors sur le coup, j'ai pas trop compris. Voilà. J'ai relu. J'avoue que les 3 premières pages, j'ai relu. Je me suis dit, bon alors, qu'est-ce qu'ils font là? Ils discutent, d'accord.
Mais alors au début, je me suis interrogé justement sur le mode de communication. Et j'ai compris aussi qu'il y avait du Skype, Enfin, l'équivalent du Skype, voilà, tout à fait. Et après, j'ai compris, je me dis, ah, c'est ça qu'il a voulu dire. Alors la trame du roman donc s'articule autour d'une correspondance, donc Internet, Skype, etc., entre Célia et Tanguy, et qu'elle va pas en bouger, hein. Ça va rester comme ça, Oui, tout le temps. oui. Elle ne sortira jamais de ce contexte dont l'action est bannie à dessein. Mais il y en a quand même par rapport à ce qu'il raconte. Pour les habitués du roman d'action, du roman dit à péripéties, c'est vrai que c'est le genre de procédé qui peine à prendre dans la tête du lecteur, mais par une étrange alchimie, au bout d'un moment, la porte lève. Il a réussi à fédérer chez le lecteur deux polars lambda. En tout cas, sur moi, ça a marché. Et on va s'attacher à ces deux personnages. Alors, évidemment, la question à 10 000 cruzados, j'ai bien regardé la monnaie, hein, ancien franc brésilien, c'est de savoir à quel point ce roman est autobiographique. Ah non, jamais, Non, pas du tout. jamais autobiographique. Parce que... Non, justement, l'objectif de moi, de mon écriture, c'est justement de ne pas être autobiographique et de ne pas être biographique du tout. Je me base toujours sur des faits réels, mais qui n'ont rien à voir avec moi. Mais Célia, quand même, te ressemble un petit peu quand même, non? Eh ben, un petit peu forcément, puisque j'écris comme je parle. Alors, façon de parler, puisque bien évidemment, on est bien d'accord. Mais tu parles bien, donc. Non, quand je dis que j'écris comme je parle, c'est-à-dire que je vais essayer d'avoir le même dynamisme dans l'écriture. Le même dynamisme, oui, on est bien oui, d'accord. Oui. Je vais pas décrire, je suis pas du genre à décrire une chose sur 15 pages. Je dis, il faut que ça avance. Donc forcément, mon écriture, elle a ce même rythme-là. Par contre, quand je dis que ce n'est pas biographique, c'est parce que moi, j'ai envie de jouer. C'est-à-dire que j'écris un livre comme on écrirait une pièce de théâtre et je rentre dans le personnage, dans la oui, c'est là où c'est très très bien fait, parce qu'à un moment donné, on se dit, mais on se pose la question en tout cas. Oui, mais pas quand on me connaît. oui. Quand on me connaît un petit peu moins, je pense que c'est... Non, je pense que franchement, j'écris le livre parce que j'ai envie de me créer un personnage et que voilà, les personnages, ils ont des qualités que je n'ai pas, ils ont des défauts que j'espère ne pas avoir. Et et puis bon, j'adore jouer justement avec les personnages, c'est-à-dire que même s'il y a des gens qui croient se reconnaître, eh ben non, ou alors c'est franchement un pur hasard, mais j'aime bien croiser les choses et toutes les donner en fait. Mais c'est vrai qu'ils ont tout ça pour te dire que tes personnages, ils ont une épaisseur, quoi. C'est ça qui est bien. Ils ont, comme je te dis, la porte lève, mais je l'ai pas dit au hasard. Ils arrivent à avoir une épaisseur, contrairement à certains autres livres où le personnage est très esquissé, quoi. Et là, Célia, c'est vrai qu'on peut presque l'imaginer physiquement, quoi. Oui. Non, alors l'autre, c'est vrai que le monsieur, alors Tanguy. Alors moi, je voyais un espèce de grand sec, mais c'est ce que j'ai vu, hein, personnellement. Puisque quand on lit, c'est vrai qu'il y a un trou dans le papier, hein, puis on voit les personnages. Et elle, je voyais une blonde, pas mal. Enfin bref. Ah, tu vois, donc comme quoi, finalement, elle me ressemble pas tout à fait, quoi. Oui, mais au niveau de la sensibilité, il y a quand même, je pense. Dans ce livre, tu repousses les limites dans le temps. Vous avez bien compris que c'était une relation amoureuse entre deux personnages de manière décalée. Tu repousses dans ce roman les limites de la relation à distance, tout comme le sportif repousse sans cesse les limites physiques et les records. Bah oui. Hein, mais n'est-ce pas justement l'avènement d'Internet qui puisse rendre de telles prolongations de relations possibles? Hein, est-ce qu'en effet la même relation ancrée dans les années 80 aurait pu tenir aussi longtemps dans le temps? Parce que dans les années 80, c'était le téléphone à pièce, et puis l'écriture. Oui, tout à fait. Donc ça va peut-être pas durer aussi longtemps, parce que ça dure combien de temps dans le livre? Au moins 5 ans, non? 4, oui, ça dure 4 bonnes années en tout cas, oui. Mais non, je pense qu'en fait, dire que ça aurait peut-être pas tenu dans le temps, je ne pense pas qu'on puisse dire ça, parce qu'on a l'exemple par le passé qui a eu des histoires qui ont tenu avec des écritures manuelles, des lettres postales, hein, telles qu'on le connaissait. Bon, on pourrait citer plein d'auteurs qui ont... Oui, c'est vrai. Mais par contre... je dirais que moi, ce que j'ai voulu faire apparaître, c'est pas forcément la tenue, c'est plutôt l'imaginaire qui est différent, le décalage qu'il y a encore plus, parce que justement, quand on reçoit un courrier postal, il y a un décalage, on le sait, on en a parfaitement conscience. Par contre, je pense que le risque aujourd'hui avec Internet et le téléphone et tout ça, c'est qu'on a l'impression d'être tout le temps connecté. Or, on s'aperçoit que de temps en temps, il y a aussi des décalages, et des décalages qui peuvent être très importants, et du coup, nous jouer des tours aussi. Tout à fait, oui, on s'en rend pas forcément compte. Voilà. Et puis en plus, on est super exigeant aussi.
Parce que du fait qu'on a un téléphone portable, il faudrait qu'on soit toujours à la merci de tout le monde. Ça, mais c'est un cauchemar, ceci dit. Voilà, parce que c'est un petit peu... Alors, je le décris pas comme ça, mais je pense que j'ai essayé de montrer que justement, c'est pas toujours évident à vivre. Parce qu'une relation, on s'attend à ce que l'autre soit là, ou pas là. Ouais, parce que le monsieur, à un moment donné, il la met au pain sec et à l'eau. Je crois qu'elle est un mois sans recevoir de nouvelles. Donc, elle lui dit, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose? Voilà, donc on se pose des questions. Et puis on s'invente des films, comme on dit. Bon, je veux dire, on a une façon... Et je pense que ça, c'est aussi ce côté, parce que qui n'a pas eu à un moment donné, que ce soit amical, amoureux, filial, enfin je veux dire, on a tous des relations, que ce soit avec nos enfants, nos parents, nos amis, via Internet à un moment donné, parce qu'aujourd'hui on voyage tous beaucoup et on vit à l'autre bout de la planète les uns les autres. Tout à fait. Je pense qu'on a tous eu à un moment ce genre de questions, on a tous rencontré, et voilà, c'est un petit peu ça qui se passe. Et bon, après, voilà, je vais pas tout Non, on va pas dévoiler tout, hein. Alors moi, parce que donc j'avais cité mon propre cas. Moi, j'ai une relation comme ça épistolaire, ça a tenu 1 an. Voilà. Donc relation platonique et épistolaire. Voilà. Au bout d'un moment, quoi que moi j'aimais bien écrire. C'est vrai qu'il y a le côté manuel qui manque peut-être un petit peu. Hein. Moi, j'aime bien écrire manuellement. C'est vrai qu'on ne l'a plus, ça, forcément. Non. Par contre, ce qui est intéressant, je trouve que dans les échanges, c'est que contrairement à un coup de téléphone où on va dire les choses un peu cash tout de suite sans réfléchir oui. Quand on écrit, on s'aperçoit qu'on peut se reprendre, on peut se relire, on peut recommencer, on peut nuancer, on peut jouer sur les mots, chose qu'on ne peut pas forcément faire avec autant de naturel quand on parle ou quand on a quelqu'un en face de soi. Et c'est vrai que oui, il y a une déperdition forcée à l'écrit, il y a une déperdition de ça, parce que des fois on ne sait pas trop quel ton l'autre a voulu mettre dans la phrase. Tout à fait. J'en étais. Alors donc je poursuis mon idée, je creuse. En élargissant la problématique, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose que Célia ait eu la possibilité de prolonger son agonie, je l'ai mis entre guillemets, par le net, alors que dans une relation à distance classique, sans technologie, peut-être qu'elle aurait pu tourner la page plus vite. Parce que là, c'est l'acharnement thérapeutique. Parce qu'à un moment donné, ça, sans trop en dévoiler, ça bat un peu de l'aile. À un moment, en effet, c'est un peu compliqué, c'est vrai, mais dire que je peux pas, je crois qu'on peut pas dire que c'est ni positif ni négatif, ça dépend de chacun de soi, et je pense qu'elle aussi, on va le voir après par la suite. C'est le reflet d'une époque, en fait. Voilà, c'est un peu ça. Je pense que celui qui verra le livre jusqu'au bout, il aura probablement lui-même sa conclusion par rapport à tout ça. Mais la fin est très élégante, alors, franchement, bravo. Hein. Moi, je me demandais, les 15 dernières pages, je me disais, mais ça va finir comment? Oh, mais la fin, bravo. Hein. Bon, sachant quand même que dans le livre, on ne parle pas que de relations amoureuses. Non, on parle de plein de choses, évidemment. Prétexte effectivement, puis c'est 2 personnages très riches, dans le sens où ils ont plein de trucs à se raconter, quoi. Bien sûr, c'est pas t'es là, t'es pas là, ils s'engueulent pas. Non, parce il y a plein d'autres choses, que alors lui, il parle pas beaucoup, par rapport à elle. Mais je pense que ça fait partie aussi des personnages qu'on peut rencontrer dans la vie, où il y a des personnages qui sont des personnes qui ne s'expriment pas beaucoup, mais qui en même temps, le peu qu'ils disent, ça peut suffire. Voilà. Après, il y en a qui sont très bavards. Il y avait une blague comme ça qui était un tout petit peu misogyne. Je m'excuse, mesdames. Voilà. C'est le gars. Je crois que c'est Sacha Guitry qui disait: je ne contredis jamais ma femme, elle le fait toujours toute seule au bout d'un quart d'heure. Parce que c'est elle, à un moment donné, c'est vrai qu'elle part dans son délire, et puis elle lui dit: ouais, t'es d'accord avec moi? Hop, et puis elle repart. On sait faire les questions et les réponses. Quand on n'a pas de réponse, on s'en crée. Voilà. Ouais, puis elle, c'est vrai qu'elle va vite, elle conclut vite. Hein. Qu'est-ce que tu penses du fait que ça, quand même, Internet a vachement, justement, au-delà de cette simple problématique entre les 2 personnages, ça a quand même vachement changé les relations entre les êtres humains, quoi. Si on sait, si on a conscience de tous les pièges qu'il peut y avoir, ou si, même si on n'en a pas conscience, mais qu'à un moment donné on tombe dans un piège, mais qu'on est capable d'en se rendre compte, je pense que c'est un outil fabuleux. Mais est-ce que ça force pas justement les gens à rester dans leur coin? C'est ça le truc, c'est toujours le côté négatif. Ça les force pas à rester dans leur coin s'ils n'ont pas envie de rester dans leur coin. Je pense que ça dépend vraiment de chaque individu. Oui, c'est vrai qu'on peut pas non plus généraliser. De toute façon, c'est un prétexte. Je pense que les gens qui n'ont pas envie de voir les autres, que ce soit Internet, que ce soit les bouquins, que ce soit pour tout à fait d'autres raisons, ils resteront chez eux, ils resteront en dehors je dirais, de la communauté. Et c'est comme ça. Je veux dire, c'est à chacun son tempérament. Après, on prend n'importe quel prétexte. C'est ma conviction profonde. Mais toi, tu ne fais pas partie
non plus de ceux qui sont à la chasse aux Pokémon et qui attrapent plus de réverbères que de Pokémon avec le portable. Hein. Mais il n'y a pas que les Pokémon, hein, parce que je rigole doucement, parce que justement, on parlait de génération, et ce qui me fait sourire, c'est, bon, j'ai un téléphone portable comme tout le monde, et j'ai mon petit côté accro sur certaines choses, mais ce que je trouve extraordinaire, c'est les gens dans la rue, qui passent plus de temps justement à regarder leur téléphone, et pas seulement, on parlait de la chasse aux Pokémon, mais c'est pour tout, pour un oui, pour un non, qui ne lâche pas ce téléphone, qui ne peut pas rester dans la poche le temps de faire 10 pas, 10 mètres, c'est assez incroyable quand même. Revenons au roman. Ce roman qui est une sorte de chronique, voilà, pour terminer sur ce qu'on disait, qui nous pose la question de l'évolution de la solitude par rapport aux moyens de communication modernes. La question étant de savoir que si le net la rend plus supportable, cette solitude, n'en devient-elle pas alors plus dangereuse, puisque plus supportable et donc plus éprouvée dans le temps? Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est tout à fait ça. C'est la question qu'il faut se poser en fait. Ah oui, je suis entièrement d'accord. T'es entièrement d'accord avec moi, donc voilà, à la limite j'ai répondu à sa place. Cette chère Laurence. Les rôles sont inversés là. Non, je vais pas faire mon Yann Moix non plus. Hein. Donc l'important n'est pas tant dans la destination que dans le voyage. Ça c'est page 141. C'est d'ailleurs une des caractéristiques intéressantes de ce roman, c'est la chute réussie au demeurant. Donc je t'en dis ce que je t'ai dit. N'importe pas tant que le voyage des deux personnages durant tout le récit. Je ne sais pas ce que j'ai voulu dire. Là, attends, il faut que je me relise. Bref, tout ce que je voulais dire, c'est que le roman est un voyage initiatique où chaque étape compte. C'est un peu ça dans le roman. Hein. Oui. Parce que c'est vrai qu'ils ont pas mal d'étapes tous les deux. Hein. Il y a des étapes, et puis il y a des étapes comme tout au long d'une vie. Bon, dans ce roman, à un moment donné, je parle en effet du côté professionnel de chacun, parce qu'ils ont des parcours professionnels qui se sont croisés à un moment donné. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils ont fait connaissance. Ils sont restés à peu près combien de temps ensemble physiquement? À peu près 2 mois, non? Oui, quelque chose comme ça, un petit peu plus peut-être quand même, 3-4 mois quand même. Mais c'est vrai que c'est très très court. Mais finalement, est-ce que c'est pas un petit peu ce qui se passe aussi dans notre vie de tous les jours? C'est-à-dire qu'il y a quelquefois des rencontres qui se produisent sur quelques heures, quelques jours, et on s'aperçoit que au fil du temps, c'est peut-être ces personnes-là qui vont le plus nous marquer aussi dans notre vie. C'est vrai qu'il ne faut pas confondre la qualité d'une relation avec justement le temps passé. C'est vrai qu'il y a des gens de qualité. Et là, c'est vraiment le cas dans le livre. Oui. Parce que lui, il l'a vraiment impressionné. Oui. Parce que lui, on dirait qu'il s'en fiche un petit peu plus. Enfin, non, il s'en fiche pas, mais il est plus... Je pense qu'il n'est pas dans la même attente. Il n'est pas dans la même attente, il n'est pas du tout... En fait, elle est à la recherche de quelque chose, lui, il l'a déjà trouvé, en fait. Donc forcément, il y a forcément un décalage. Et du coup, lui, il vit pleinement ce qu'il a envie de vivre, même si à un moment donné, en effet, il se remet un peu en cause par rapport à certaines choses et qu'il s'aperçoit que finalement... c'est vrai que c'est quand même bien d'avoir quelqu'un de temps en temps à qui se raccrocher, même si c'est très ponctuel. Hein. C'est vrai qu'il s'appelle Tanguy, mais il n'honore pas son prénom. Hein. Il correspond pas du tout. À mon avis, il est né avant le truc. Hein. Le film de Châtilliez. Donc une belle histoire d'amour, prétexte à nous brosser le portrait de personnages magnifiques. Donc on dirait d'ailleurs que tu fais tes gammes en attendant d'y retourner, ce que je te disais. Donc moi, ce que je te disais, j'ai l'impression que tu as fait une boule compacte de tout ce que tu aimes, et puis tu as mis tout ça dans le livre un petit peu, hein, c'est ça. Ouais, c'est un petit peu ce que j'essaye de faire dans tous les livres. Dans tous les livres. Et c'est pour ça que comme à chaque fois que je finis un livre, je m'aperçois que j'ai encore plein de choses que j'ai pas dit, que j'ai pas abordé, des sujets. Ce qui est plutôt positif. Qui me tiennent à cœur. Donc du coup, je rebondis sur un autre, forcément. Il y a forcément un autre personnage qui va me permettre de l'exprimer, quoi. Alors la description du centre de Rio avec le pain de sucre, alors moi j'ai beaucoup aimé, très poignant, c'est ce que tu disais l'autre jour. J'avoue quand même que là aussi, c'est quand même un petit peu de ce que j'ai ressenti. Là c'est toi qui parles, ouais, oui, c'est ce qu'on disait. Je pense que je pouvais pas faire autrement. Il y a franchement des choses où je suis obligée à un moment donné, je me substitue à mon personnage. Et c'est le danger d'ailleurs, c'est ce que je disais dans un livre à un moment donné, surtout quand on écrit avec à jeu. Bah oui, c'est peut-être ça qui trompe un peu là, oui. On est toujours obligé de dire attention, est-ce que je suis dans mon personnage ou est-ce que je suis moi-même? Et donc, et en fait, dès que je m'aperçois que je dérive de trop, c'est-à-dire que tant qu'on est dans des descriptions de ce style, ça ne me dérange pas. Dès que je commence à dériver sur autre chose, je dis stop, on arrête tout. Et comment on s'en aperçoit ça qu'on est en train de dériver justement? Parce que ça se passe comment? Ça c'est intéressant ça, au niveau de la démarche.
Je sais pas, je pense que c'est justement quand je ne suis plus capable de faire la différence entre mon personnage Ah oui, d'accord. et moi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je sens que les deux se confondent, et c'est valable pour Célia, mais c'est valable aussi pour Tanguy. Parce qu'il y a des moments où, de toute façon, chaque personnage, pour moi, c'est un rôle différent. Donc je suis comme un comédien, c'est-à-dire que au moment où je prends mon crayon, où je suis devant mon clavier, ben forcément... je rentre dans un rôle, je rentre dans un personnage et je suis une comédienne. Donc à un moment donné, si je suis plus capable de faire la différence entre ce personnage et moi-même, ce que je vis tous les jours, là je me dis stop, on arrête tout, je pose le crayon et on passe à autre chose. On appuie sur la touche sup et là on supprime carrément la page d'écriture. Ah, c'est dommage, c'était bien écrit. Oui, mais ça m'est arrivé et ça m'est arrivé il y a pas très longtemps. Oui, complètement. J'aime pas trop. Moi, j'archive, même si c'est pas bon, je le garde dans un coin, je le mets dans un tiroir. Je le fais aussi, mais il faut que je puisse arriver Là, c'est encore plus compliqué parce que ça veut dire qu'il faut qu'on puisse retravailler et c'est un sacré travail quand même. Oui, parce que c'est effectivement l'écriture, ça se travaille, ça se retravaille. Alors des fois, tu as tout d'un seul jet. Par exemple, toi, pour ce roman, est-ce que tu avais tout d'un seul jet ou c'était laborieux ou... Non, j'avais tous mes romans, j'ai déjà un fil rouge. T'as un fil rouge, d'accord. Une ligne conductrice. J'ai plus ou moins les grandes étapes. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, je m'aperçois qu'au fur et à mesure que je les écris, que j'écris les étapes, mes personnages prennent corps, prennent vie. Ça devient de l'écriture automatique. Et bon, tu plaisantes, hein, mais c'est un peu ça quand même. C'est vrai que quelque part, il nous emmène là où on pensait pas tout à fait aller quand même. Ça, c'est vrai. C'est vrai que c'est assez magique ce processus. Ça m'a toujours interloqué. Alors, on finit par aller quand même un petit peu moi, j'ai quand même un objectif, donc je finis quand même par l'atteindre. Mais quelquefois, j'ai des conclusions qui sont légèrement différentes de celles que je pensais leur donner. Ça, c'est vrai. Ça, je peux pas le nier. Par contre, il y a un travail énorme et que les lecteurs ne se rendent pas toujours compte. Enfin, je pense qu'ils ne se rendent pas compte et c'est pas la peine à la limite. Mais qui, pour moi, est super important et fabuleux, c'est tout le travail de recherche qu'il peut y avoir. Ah oui, parce que là, effectivement, il y a du... Parce que, quelquefois, sur une date... je considère que je n'ai pas le droit de me tromper sur une date. C'est-à-dire que quand j'affirme, par exemple, que la Colombie, à telle date, a décrété qu'on n'avait plus le droit d'adopter les enfants de moins de 7 ans, c'est vraiment... Ça existe, c'est un décret qui a été passé. Ah bah ça, oui, je me doute, voilà. Oui. Et voilà, ça c'est un exemple que je donne, mais toutes ces choses qui existent, quand je parle de l'hydrolienne, de l'Arc Ouest qui a été immergée tant de temps, qui a eu des soucis, tout ça, ce sont des choses véridiques. Donc voilà, il y a des bases, je dirais, entre guillemets, historiques qui existent. Alors, je fais pas de l'histoire, mais je m'appuie sur des choses qui existent, qui ont existé en tout cas. Parce que fatalement, dans un salon du livre, tu vas avoir Rémi Moildard, le chiant de service qui va d'arriver. Ouais, mais vous avez dit ça, mais c'est pas vrai. C'était pas un 12 avril, c'était le 14. Et le petit ami il n'a pas encore eu droit. Enfin, il n'a pas lu mes livres alors. Alors, pour revenir un peu sur la trame très romanesque du livre, et sans en dire trop de surcroît, j'ai presque fini. Je te torture plus très longtemps. C'est pas une torture du tout. Ah, elle est contente, elle est toute guette. J'y ai pour ma part retrouvé un peu le contexte. Alors, je sais pas si tu y as pensé, j'ai trouvé le climat d'un film que j'avais adoré. Moi, pour ma part, j'ai un peu retrouvé l'année de tous les dangers. Je sais pas si tu l'as vu. Avec Sigourney Weaver et Mel Gibson. C'est un très très beau film, justement. C'est une histoire d'amour sur fond de paysage un peu. Alors ça se passe à Jakarta plutôt, c'est un peu différent. Mais on retrouve un peu la même atmosphère romantique tout en retenue. Sauf que là, évidemment, ils sont en contact l'un avec l'autre. En fait, c'est sur le coup d'État de Jakarta, c'était en 1965, quand Soekarno se fait virer. Enfin, je sais pas si tu te rappelles de cette époque. Ah bah tiens, dans ta collecte, tu regarderas le film, non? Apparemment, ça te dit rien. Non, le titre me dit quelque chose, mais je resitue pas le... Avec Mel Gibson, beau gosse. Oui, bah oui, forcément, mais... Enfin, avec Sigourney Weaver, bon, il avait mis des talonnettes quand même, parce qu'elle est un tout petit peu plus grande. Bon, en tout cas, je te donne le film, parce que moi, ton livre m'a fait, au niveau de l'atmosphère, j'ai retrouvé un peu ça. Et comme j'adorais le film, évidemment, donc on y trouve les mêmes codes, à savoir une magnifique histoire d'amour, paysage féerique. Bref, tout ça, c'est beau. Donc voilà, c'était une réflexion un petit peu à part. Alors, une des dernières choses qui est amusante, c'est l'attachement porté aux deux personnages par le lecteur. C'est parce qu'on n'a pas parlé. Qui est pour moi une des principales dynamiques du livre. Cet attachement va évoluer tout au long du récit.
Tout d'abord, on trouve Célia très agaçante. Enfin, elle m'a un petit peu énervé au début. Je la trouvais un petit peu chiante. Bon. Ah, je vois que tu as compris pourquoi je disais j'espère que je n'ai pas les défauts de mes personnages. Voilà, alors, au début, c'est vrai qu'on plaint un peu Tanguy. On la trouve agaçante tout en plaignant un peu Tanguy. Et puis l'ambiance va progressivement s'inverser. C'est Célia qui va devenir touchante, tandis que lui va devenir, selon ses propres termes, un vrai bip. C'était voulu ça, non? Ouais. Non. Oui. C'était voulu, bon d'accord. Oui, quand même. C'était pas le libre arbitre du lecteur. Ouais. Tu nous as amené où tu nous veux amener. Donc, alors, précisons quand même que c'est un peu une relation un peu à sens unique et que on peut pas jouer au poker découvert que d'un côté. Hein. Faut que tout le monde monte ses cartes. Bon voilà, c'est vrai que c'est intéressant cette dynamique des personnages. Ah, c'était risqué, mais bon, je me suis fait plaisir. De toute façon, l'objectif quand on écrit, c'est d'abord et avant tout de se faire plaisir. Alors après, je pense que si déjà on arrive à ce résultat, on a un petit peu de chance de pouvoir faire plaisir aux lecteurs qui ouvriront le livre. Parce que c'est vrai que d'autant plus, je le répète, mais c'était pas évident de réussir cette figure imposée franchement, tu vois, je pense qu'un écrivain sur 5 pourrait arriver à nous captiver, si tu veux, parce qu'à un moment donné, tu décroches vite, si tu veux. Hein, et puis là, non. À un moment donné, t'as le personnage qui t'attrape. Et l'autre dynamique du livre, c'est l'évolution de cette jeune femme qui s'interroge sans complaisance sur son désir parce qu'on n'a pas parlé du désir d'enfant, etc., de couple. On va pas en dire trop, hein, parce que c'est important, ça, son besoin d'enfant. Bah, c'est d'autant plus important, c'est vrai que c'est un thème que je voulais absolument aborder, mais pas plutôt dans le sens de l'adoption, de se poser là une question de pourquoi un enfant, donc de l'adoption derrière, puisqu'elle est dans ce cas où elle ne peut pas en avoir. Donc, non seulement l'aborder, mais pas l'aborder comme on a l'habitude de le voir aborder. Oui, parce que là, c'est vrai que ça change un peu par rapport. Tu nous plonges dans les procédures qui sont un peu rébarbatives. Oui, et en même temps, j'ai essayé justement de ne pas trop les décrire. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu non plus rentrer dans le détail de ces procédures. J'ai un peu fait comme, je dirais, c'est peut-être une erreur de dire ça, mais un peu comme une checklist en fait. Oui, ce qu'il faut faire. Et en gros, un peu comme si, voilà, elle avait vraiment sa checklist et puis au fur et à mesure qu'elle peut avancer, elle coche tous les moments qu'elle peut avancer. Et en fait, on s'aperçoit que, voilà, c'était une autre façon de voir l'adoption. Voilà, je voulais vraiment rentrer dans ce sens-là, parce que trop souvent on voit des reportages et on aborde ce sujet plus comme avec le côté un petit peu seulement larmoyant. Oui, tout à fait. Il n'y a pas que ce côté-là. Il y a aussi tout le côté attendu, parce que ce qu'on veut, et c'est normal, hein, ce qu'on veut nous faire voir dans les reportages souvent, ou quand on rentre dans la vie des gens, c'est tout ce côté un peu, justement, larmoyant, affectif, voilà. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi toute la vie au quotidien qu'on ne nous montre jamais. Parce que cette attente, elle est longue quelque part. Et elle a des raisons. Il faut la combler, cette attente. Et ça, on n'en parle pas. Et ça, c'est bien vu, le fait, voilà. À la limite, on pourrait même s'en inspirer pour ceux qui veulent adopter. Parce que tu fais véritablement une checklist. Ah mais et c'est là où je te dis que la recherche était super importante. Hein. Ah oui, parce que oui, il y a un travail. Vraiment, c'est-à-dire que je pense que ceux qui sont passés par cette étape, enfin je sais pas, j'en suis sûre. Hein, c'est le résultat de toutes mes recherches, c'est qu'ils ont bien suivi ce parcours-là. Alors avec des nuances, parce que d'une région à une autre, c'est pas la même chose. D'une administration à une autre, c'est pas toujours la même chose non plus. Mais pareil, on retrouve toujours le même fil rouge, les mêmes documents à fournir, les mêmes, voilà, le délai pas toujours le même parce qu'on s'adresse pas toujours aux mêmes couples, aux mêmes personnes, aux mêmes pays, etc. Il y a des différences à ce niveau-là, mais sinon, voilà, les grandes lignes sont là. Il n'y a pas de secret. Parce que tu vois, Yves Duteil, il s'est pas foulé, lui, il a dit prendre un enfant par la main. Là, lui, directement, il n'y a pas de détails, pas de démarche, like. Alors cette femme, pour un peu conclure, Célia, on peut dire que c'est l'archétype de la femme d'aujourd'hui, plus libérée et qui laisse plus s'exprimer ses émotions, c'est un peu ça, non? Ah oui. C'est ce que tu voulais dire Oui, je pense que c'est ça. Libérée, mais la liberté avec un prix important quand même, hein, on est bien d'accord. Hein.
il y a quand même, c'est pas une liberté à tout prix. C'est pourquoi être libre aussi. Et puis qu'est-ce que ça apporte derrière, quoi. Mais c'est quand même, oui, ce que je veux dire, c'est que c'est une femme quand même qui réfléchit. Elle tente de prendre son destin en main par rapport à, effectivement, elle se laisse pas guider par son destin. Elle prend les choses en main. Enfin, elle essaye. Elle n'est pas toujours simple. Elle essaye, voilà. Et qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette femme, alors? Une dernière question, pas facile à répondre. Ce qu'elle représente, je pense qu'elle représente, comme oui, dans ce que tu l'as dit, c'est vraiment beaucoup de femmes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que on voudrait réussir pas mal de choses, et puis on s'aperçoit que ce qui est le plus important, c'est être soi-même avant tout. Est-ce qu'elle a réussi? Est-ce qu'elle a atteint son but finalement dans le livre, sans évidemment dévoiler la trame? Elle a atteint son but d'après toi, oui? Je sais pas. Tu sais pas? Je ne sais pas. À la limite, tu peux te poser la question. Tu te l'étais posée ou pas? Mais je pense je ne sais pas, et je pense que j'ai volontairement. Après, est-ce que dans la lecture, est-ce que c'est pas aussi ça qui est bien, c'est de pouvoir. Ah bah après chaque lecteur ne peut-il pas s'inventer un petit peu sa propre conclusion en fonction de ce qu'il a. Oui, tout à fait. De ce qu'il a envie, et ce qu'il a besoin. Mais ce qui m'intéressait, c'était ton point de vue à toi. Mais on va pas, on va pas. Moi, mon point de vue à moi, une fois que j'ai fini de le lire, je pense qu'elle a réussi pas mal, elle a pas mal débrouillé, je dirais, la pelote de laine. Elle a tiré sur la pelote de laine, elle l'a bien déroulée quand même, sachant qu'elle sait très bien qu'il y aura encore plein de choses derrière. Ouais, mais elle est très élégante. Moi, je trouve qu'elle est élégante dans sa manière de gérer justement la femme. Bon, on n'en dit pas trop. J'espère qu'il y en a qui viendront nombreux au château du Rosel, où justement, ils pourront venir nous rencontrer, et j'y serai avec plaisir. Et voilà, et vous lui achèterez son livre pour les vacances, parce que là, j'ai une petite conclusion pour toi. Donc, c'est parti. Laurence Métayer vient de démontrer dans son roman Si éloignée et toujours en contact direct qu'elle était très romanesque. Je suis sûr que dans sa tête, elle cultive plus les fleurs bleues que les pensées traditionnelles. Bah oui, parce qu'une pensée, c'est une fleur. Hein. Bref, tu es très fleur bleue, ma chère Laurence. Hein? Oui. Tout à fait. En tout cas, pour cet été, et même avant pour le printemps, mettez-vous sur votre 31 mentalement, apprêtez vos pensées, habillez-les avec de beaux mots, ceux de notre ami Laurence Métayer. Lisez, Si éloigné, toujours en contact direct, son dernier roman. Vous m'en direz des nouvelles. Ma chère Laurence, merci à toi. Merci beaucoup. Radio Flamme, dans le Nord-Cotentin, 90.6. Et partout en France, sur www.radioflamme.com. Radioflamme.com